Bonjour et bienvenue dans Un café en ferme, un podcast thématique signé par le collectif Ici la Terre. Je suis Juliette et j'interroge ceux qui nous nourrissent, les agricultrices et agriculteurs bien sûr. Nous traitons de sujets d'actualité qui interrogent les consommateurs et qui parfois font polémique. Bonne écoute! Aujourd'hui nous allons évoquer le sujet des fermes-usines. C'est un terme employé par les organisations associatives, dont l'une ayant publié en 2023 une carte de France recensant ces fermes-usines qui, pour rappel, est une notion qui n'est pas définie par la loi. Donc, l'ONG la définit comme telle, je cite, « Symbole de l'élevage industriel, elles se définissent par un grand nombre d'animaux élevés sur une surface trop petite pour produire leur nourriture ou pour épandre sans risque le fumier qu'ils ont produit. » Donc il faut savoir que ces fermes-usines ont été recensées sur une carte et sont au nombre de 3010. Donc ces fermes doivent être soumises à autorisation ICPE, ce qui signifie installation classée protection de l'environnement. Donc une ICPE, c'est une installation agricole qui est soumise à une réglementation spécifique en France. Et l'objectif est de prévenir les risques, les pollutions ou encore les nuisances que peuvent générer certaines activités sur l'environnement et la santé publique. Comment est structuré l'élevage français alors que certaines associations fustigent sa dimension agro-industrielle? De quoi parle-t-on vraiment? Nous allons aussi évoquer l'élevage de nos anciens, l'élevage d'aujourd'hui et celui du futur. Voici le deuxième épisode de notre podcast Un café en ferme. Je suis accompagnée de Jean-Christophe Ruffin, qui est éleveur et vice-président de la FDSEA du Nord, avec lequel aujourd'hui nous allons évoquer le sujet de l'élevage français et plus précisément le sujet des fermes-usines. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Jean-Christophe, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Oui, donc Jean-Christophe Ruffin, je suis éleveur de bovins et de volailles à Mérieux, un petit village à côté de Maubeuge, et vice-président de la FDSEA du Nord depuis maintenant 7 ou 8 ans déjà, ouais. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs pourquoi tu es devenu éleveur? En fait, dans la famille, on est souvent, et comme c'est souvent le cas dans les fermes d'élevage, on est éleveur de père en fils. Ouais. Mon grand-père était éleveur de moutons. D'accord. Papa, lui, a basculé sur le bovin parce que le mouton était quelque chose qui ne payait pas fort. Il n'y avait pas tellement de rémunération pour l'éleveur parce que malgré tout, le métier de tout un chacun doit nourrir sa famille. Donc il a fallu qu'il change de métier, si on peut le dire comme ça, tout en restant dans l'élevage. Et nous, donc, on a perduré l'élevage de bovins laitiers. À la maison, on traite 90 vaches laitières et on a un élevage de volailles de chair, en fait, dont une partie est vendue en vente directe en circuit court. Sur l'exploitation, nous sommes 4, en fait, deux couples, 2 ménages. Il y a mon épouse qui m'accompagne, Sylvie, et 2 plus jeunes qui se sont associés avec nous il y a maintenant 6 ou 7 ans. 7 ans que Maxime est avec nous, oui. Donc Maxime et Lorraine, quoi. D'accord. Ils sont issus de ta famille Non, les pour le jeunes coup, non. D'accord. Non, Maxime est un ancien stagiaire, Ok. ancien apprenti, excuse-moi, qui est resté sur l'exploitation avec nous. Un ancien apprenti. Très bien. Mhm. Et au niveau de ta SAU, donc ta surface cultivée, qu'est-ce que tu cultives aujourd'hui? Donc je suppose que tu cultives pour tes bêtes aussi? Forcément, oui. Donc, à côté de l'élevage, il y a forcément des surfaces en culture. L'exploitation est sur une centaine d'hectares. Il y a 40 hectares de prairies qui sont destinés donc à l'alimentation des bovins. Et derrière, donc sur les champs, on met des céréales, du maïs, un petit peu de betterave fourragère. Mais ce sont toutes des productions qui sont destinées donc à nourrir nos animaux. À l'exception de temps en temps quelques excédents, si on peut le dire comme ça, de maïs ou de blé qui sont vendus. Mais sinon, on a cette autonomie, cette autarcie. En fait, on arrive à produire l'alimentation de nos animaux sur l'exploitation. D'accord, très bien. Alors, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, la situation actuelle de l'élevage en données chiffrées. Alors, j'ai trouvé les données de 2020, mais pas avant. Donc, on est à 145 000 exploitations donc, consacrées à l'élevage qui ont été donc recensées. Donc, ça contient donc les bovins viande, lait, mixtes, ovins, donc les moutons, les porcins et les volailles.
donc ce qui représente à peu près 37% de l'ensemble des exploitations françaises, en sachant que au niveau des exploitations françaises, on était à peu près 389 000 exploitations en 2020. Qu'est-ce que tu peux nous dire là sur la réalité, voilà, sur l'exploitation agricole aujourd'hui? Enfin, comment se porte l'élevage aujourd'hui? C'est vrai que l'élevage, c'est quand même un des métiers les plus durs, on va dire, dans l'agriculture, dans le sens où éleveur, tu es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, parce que quand tu as des animaux, c'est une responsabilité. On surveille nos animaux comme on surveille nos enfants, pour ne pas dire quelquefois qu'on va même un petit peu plus loin en termes d'enregistrement des pratiques. Puisque si tu veux à la maison, même sur mes plus vieilles vaches qui ont plus de 10 ans, tu vas retrouver tout l'historique des vaccins. Enfin voilà, tout est enregistré pour avoir la connaissance justement de ce qu'on fait sur l'exploitation. Mais donc au-delà de ça, ce qui impose justement cette présence dans l'exploitation, c'est que ce sont des animaux vivants, bien entendu, et donc on a toujours la susceptibilité d'avoir une mise bas, donc un accouchement, comme qui dirait, pour essayer de se faire comprendre des auditeurs, ou chez les animaux, on n'a pas la chance, on va dire comme ça, d'avoir le gynécologue qui va programmer l'accouchement le vendredi après-midi pour être tranquille. Ça n'existe pas. Ou si la vache décidait de mettre bas le dimanche pendant la nuit ou pendant un repas de famille, elle va le faire. Donc c'est pour ça que je disais, c'est quand même une grosse contrainte. Maintenant, il est certain qu'on ne travaille pas 24 heures sur 24, on ne tiendrait pas le coup, personne ne tiendrait. Mais c'est quand même une obligation, si tu veux, de présence sur l'exploitation permanente, de suivi des animaux. D'où ce choix qu'on a fait à la maison, malgré tout, de travailler à plusieurs, ce qui permet de temps en temps de pouvoir se prendre un petit peu de temps, parce que quand on s'en va, il y a quand même toujours un patron sur la ferme. Et c'est quand même très compliqué de remplacer ça par de la main-d'œuvre salariée, parce que souvent, quand tu veux profiter d'un peu de temps libre, c'est quand même plutôt le week-end. Ce serait dans les périodes de vacances, et c'est des périodes où la main-d'œuvre salariée, elle aussi, revendique de pouvoir prendre ces temps de repos. Donc, c'est quand même très compliqué en élevage à ce niveau-là, quoi. C'est sûr. Si on peut parler un peu de revenus dans le même temps, il faut reconnaître que ramener à l'heure travaillée, c'est certain que c'est quand même l'élevage qui rémunère le moins bien l'agriculture. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, quand on dit qu'il n'y a plus que 37% des exploitations françaises chez qui il y a de l'élevage. Ça veut quand même dire qu'il y a sérieux désintérêt, on va dire comme ça, du fait des contraintes qui pèsent sur le métier. Bien sûr. Oui, là, je consultais justement les différentes données, là, les statistiques. Et en spécialisation animale, en 2010, les exploitations, elles représentaient 42,7%. Et en 2020, donc là, on peut vraiment voir une diminution, elles représentaient 37,4%. Voilà, donc effectivement... On voit beaucoup de gens alentour de nous, même, nous qui sommes dans les territoires ruraux, on voit d'année en année les éleveurs partir les uns après les autres. Personnellement, moi j'ai vu rien que sur mon canton, en 5 ans, j'ai vu une petite dizaine d'éleveurs arrêter la partie, mais non pas arrêter le métier d'agriculteur, si tu veux, mais arrêter complètement l'élevage au profit de la grande culture, quoi. Alors, tu parlais tout à l'heure que vous étiez 4 sur l'exploitation. Donc, comment on appelle ce modèle, en fait? C'est vrai que le modèle français, le GAEC, qui est typique à la France, parce que les autres pays européens n'ont pas fait cette même démarche de reconnaissance de regroupement d'exploitation au sein des États. Le GAEC, c'est le groupement agricole d'exploitation en commun, qui permet justement de concentrer, si on peut le dire comme ça, l'élevage dans un même bâtiment, mais aussi de concentrer la main-d'œuvre
dans le sens où à plusieurs, le métier est quand même beaucoup plus facile. Je le disais tout à l'heure, mais par rapport justement déjà au temps libre, mais aussi quand il faut manipuler des animaux, parce que entre le fait de promener un petit chien quand vous voulez lui faire sa promenade et le fait de rentrer un lot de 50, 60 ou 80 vaches de la traite ou pour les changer de prairie, il faut reconnaître que tout seul, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand on a des animaux qui se sauvent, ça arrive, qui cassent les clôtures suite à des dégradations, suite à des animaux qui viennent se balader dans les pâtures. Le métier est quand même beaucoup plus... on vit beaucoup plus facilement, plus sereinement notre métier quand on est à quelques-uns, quand on est à plusieurs, que quand on est tout seul face à ces difficultés ponctuelles. Quelquefois, un vélage tout seul, tu ne sais pas donner un coup de main à la vache, il faut être à deux. Et ton vétérinaire n'est pas forcément toujours disponible. Donc voilà, ça a aussi ses avantages, malgré tout, le fait de travailler ensemble. Alors je conçois que pour le citoyen lambda, quand il voit des gros bâtiments d'élevage comme ça, il a l'impression que les exploitations grandissent. Mais c'est pas tellement ça. En fait, au final, c'est juste des petites exploitations qui sont regroupées entre elles. Ouais, et puis, voilà, faut accepter aussi de vivre avec son temps, comme on dit, avec l'évolution d'aujourd'hui, et de se dire que ça permet un gain de temps et pour la personne, comme tu disais, de pouvoir souffler aussi. Ouais. Non mais voilà, parce que les gains sont multiples, et c'est vrai qu'on peut en lister d'autres. Donc on disait quand même d'un point de vue humain, et par rapport à la charge de quel élevage, il faut qu'à un moment on arrive à soulager l'humain dans ce métier d'élevage. Donc ça, c'est vrai que le fait de travailler à plusieurs est quand même beaucoup plus facile. D'un point de vue des investissements, c'est la même chose. Tu sais plus facilement faire des investissements corrects quand tu es sur des troupeaux regroupés que sur un petit troupeau de 30 ou 50 vaches, où ça devient compliqué quand même d'acheter des machines adéquates. Aujourd'hui, tout coûte cher. Mais tout coûte cher, c'est un petit peu comme la voiture chez le particulier. Il suffit de regarder le prix des voitures en 20 ans, mais le prix du matériel agricole, lui aussi, a doublé. Donc, on est dans cette même situation et ça devient compliqué d'amortir le matériel. Mais quand je parle de matériel, on peut aussi aborder tout le sujet du matériel qui va amener du bien-être à l'animal. On voit aujourd'hui dans nos étables des systèmes de brumisation pour quand il fait trop chaud. Nous, les vaches, il faut les voir. Dès qu'il fait chaud, elles rentrent à l'étable, se mettent à l'abri du soleil, parce que dans le bâtiment, on a organisé une ventilation, une brume, qui fait qu'il fait meilleur dans le bâtiment, il fait plus frais. Un peu comme dans une maison climatisée, si on pouvait dire ça, même si il ne s'agit pas de clim, on est bien d'accord. Mais ce sont des choses qu'on n'aurait jamais su faire tout seul, si tu veux. Donc le fait de regrouper les exploitations amène cette possibilité d'investir dans du matériel. On voit aujourd'hui dans les fermes des brosses, on va dire, qui fonctionneraient un peu comme des carrois, mais bon, c'est beaucoup plus petit, c'est pas... Mais où les animaux passent leur temps à venir se gratter sous la brosse. Tu n'achètes pas une brosse de 5-6 000 euros pour 15 ou 20 vaches. Tu peux offrir ça à tes vaches à partir du moment où le troupeau devient aussi un peu plus important. Donc c'est voilà. Les bienfaits malgré tout de cette concentration, j'aime pas le terme, mais bon voilà, c'est un peu ça quand même, de l'élevage permet des investissements qui sont meilleurs et pour l'éleveur et pour les animaux. Et puis il y a même aussi des vaches qui écoutent de la musique classique. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est vrai, non, mais bon, après, voilà, c'est juste une question d'apaiser les animaux. Ouais. Il y a des recherches qui montrent la musique est une chose. Je te disais tout à l'heure, nous, la ventilation, l'aération dans les bâtiments, c'en est une autre. Le travail sur la partie électrique, en fait, induite, parce que les animaux sont beaucoup plus sensibles que l'humain au champ magnétique. Et on le voit, on a quelquefois des sujets par rapport à des parcs éoliens, des choses comme ça. Mais ce sont toutes des choses, si tu veux, sur lesquelles on arrive à investir dans des étapes de taille un peu plus correcte, si on peut dire ça comme ça. Mais encore une fois, il y a toujours ce lien, si tu veux, au sol, ce lien à l'humain, parce que ce sont des regroupements d'exploitation, et il ne s'agit pas de méga exploitation que certains voudraient entendre. On en est encore très loin avec notre système de GAEC, quoi.
Justement, quand tu parles de méga exploitation, ça me fait penser à la ferme de 1000 vaches dans la Somme. Est-ce que là, on peut parler de ferme d'usine ou... Bon, malheureusement, parce que d'un point de vue économique, hein, ce projet est arrivé à sa fin, on va dire ça comme ça. Enfin, ils ont arrêté le projet. En termes de bien-être animal, c'est quand même une exploitation dans laquelle il y avait des gros investissements qui font que les animaux étaient peut-être mieux logés que dans la plupart des vieilles étables. Je me souviens, nous, quand on est arrivé sur l'exploitation ici, il y a 40 ans, les vaches, elles étaient encore liées, elles étaient à la tâche, comme qui dirait. Aujourd'hui, les animaux sont libres dans une grande étape, un grand bâtiment. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, comme elles veulent. Elles vont se retraire quand elles en ont envie. Enfin, tu vois, donc il y a quand même beaucoup de choses comme ça dans les plus gros élevages. C'est une exploitation dans laquelle il y avait la surface suffisante quand même pour alimenter les animaux, parce que en fait c'est l'investisseur qui a fait le bâtiment a regroupé plusieurs élevages au sein de son projet, si ce n'est que les agriculteurs n'avaient plus toute la contrainte administrative. Du fait de la taille de l'exploitation, ils avaient pu mettre des gens dans les bureaux qui se chargeait de toute la partie administrative qui tourne autour de notre métier, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, il y a tellement de papiers à faire qu'on passe 8 à 10 heures par semaine, au moins, chacun dans nos bureaux. Donc, c'est quand même très chronophage. Et c'est pas pour ça qu'on fait ce métier-là. Et tant qu'on fait ça, on ne sait pas être non plus, comme qui dirait, en langage paysan, on ne sait pas être au cul des vaches. C'est sûr. Donc... mais il y avait quand même ce lien au sol. Après, c'est vrai que la taille commençait quand même à devenir grande. C'est pas une taille d'élevage qu'on a l'habitude de voir en France malgré tout. Faut être honnête. On sera plus vite chez nous dans les 250 voire 300 vaches. Mais 300 vaches, quand tu as 4 ou 5 éleveurs, ça ne fait jamais que 50 ou 60 vaches à l'éleveur. Au niveau de l'opinion publique, on sait très bien que quand on parle de ferme-usine, ça peut révolter plus d'un. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en France, on peut parler de fermes-usines ? Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, il y a des fermes-usines en France ? Comme tu le dis, ce terme de ferme-usine, déjà, ne convient pas du tout, parce que c'est pas des usines dans lesquelles on fabrique des vaches comme on pourrait fabriquer des voitures. Donc, d'une façon comme d'une autre, même si les bâtiments deviennent grands, encore une fois, pour moi, ce ne sont pas des fermes-usines. Ça n'existe pas en France. S'ils veulent voir des fermes-usines, par rapport à, je parle de nos détracteurs, s'ils veulent voir des fermes-usines, qu'ils regardent ce qui se passe en Amérique latine, qu'ils aillent voir ce qui se passe en Russie, où là, on parle d'élevage de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'animaux, des élevages qui ne voient jamais l'herbe, qui ne voient jamais la prairie, parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la taille de nos élevages en France, on parlait tout à l'heure juste des 300 vaches, et il y en a sur mon arrondissement. J'ai des gens à 20 km de chez moi qui ont des exploitations de 300 vaches, mais où les vaches vont en prairie encore. Et encore une fois, ce sont des regroupements de petits exploitants. Donc, non, pour moi, le ferme de ferme-usine en France, il est complètement inadapté à l'agriculture française, au prorata de ce qu'on va voir autre part dans le monde, on est bien d'accord. Maintenant, je conçois que les gens voient nos bâtiments comme étant assez importants, mais la taille des bâtiments amène aussi ce confort aux animaux, si on doit le dire comme ça. On va reprendre cet exemple des bâtiments qu'on faisait il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on faisait ce qu'on appelait les niches à vaches pour les bovins. Donc en gros, c'était une logette qui était couverte et point à la ligne. La vache, elle avait 3 mètres carrés de bâtiment au grand maximum. Aujourd'hui, dans un bâtiment d'élevage pour des bovins, on va tout de suite apporter au minimum 8 à 10 mètres carrés de surface d'air paillé, de couchage. Et à ça, tu vas rajouter encore l'aire d'alimentation et tout qui va être mise sous abri. Et donc, tu es vite à 12 ou 13 mètres carrés de surface pour une vache. Mais si tu mets une étable de 100 vaches, on va dire comme on est à la maison, même si c'est 90, on n'est pas à 5 près. Mais tu as un bâtiment qui fait tout de suite 1500 mètres carrés pour mettre 100 vaches dedans. Mais par contre, en termes de confort, en termes d'espace, en termes d'air, en termes de dispositifs bien-être animal, c'est des choses qu'on ne saurait pas faire dans les anciennes petites étables qu'il y avait avant,
où les vaches étaient encore liées même. Hein. Donc voilà, les bâtiments ont fortement grandi, mais c'est pas pour autant qu'on a décuplé non plus le nombre d'animaux dedans. Et j'ai même envie de dire à tes auditeurs, à nos auditeurs, que il ne faut pas non plus qu'on empêche, qu'on reproche à l'agriculture ce dont on met en avant sur le restant de l'économie française, quoi. Aujourd'hui, quand il arrive une méga factory pour faire des batteries, tout le monde est content. On dit il y a de l'emploi, il y a de l'économie, voilà, c'est du boni. Et quand c'est sur un bâtiment d'élevage qu'on va faire quelque chose de bien, j'ai plutôt envie de parler de cathédrale que d'usine, tu vois, en termes d'espace de respiration pour les animaux. Ça dérange tout le monde. Mais je pense qu'il faut que ces gens qui se posent des questions par rapport à notre métier, par rapport à justement nos bâtiments d'élevage, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir voir ce qui se passe dans les fermes. Enfin, je sais que nous, ça arrive qu'il y ait des gens qui s'arrêtent le long de la route, qui demandent s'ils peuvent montrer les animaux à leurs enfants. Là, on en profite pour leur expliquer un petit peu comment on travaille sur l'exploitation, et en général, les gens repartent ravis d'avoir vu les vaches, parce qu'au final, ils savent plus ce qu'on fait. Oui. Je pense qu'on est surtout victime de non-dits ou de mal-dits du fait de la méconnaissance de notre métier par le citoyen. Et j'irai au-delà de par ces gens qui veulent prendre la parole sur notre métier alors qu'ils ne le connaissent pas de temps en temps. Complètement. Et d'idées reçues aussi. Et d'idées reçues, ouais. Donc là, on parlait donc des bovins. Et concernant les poulets, donc on a la moitié des poulets qui ne sont pas français. Pourquoi ? Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ? Mais c'est vrai que, encore une fois, on reste dans des métiers d'élevage, donc une fois qu'il y a des animaux, c'est la même chose. Tu as la contrainte d'être présent sur l'exploitation tout le temps, même dans des poulets, dans des bâtiments qui sont un petit peu plus automatisés qu'en bovin. Mais il y a ce désintérêt par rapport à l'élevage. Et pour autant, il y a quand même toujours ce lien au sol qu'on arrive à mettre en œuvre. Quand le sol nourrit les animaux, les animaux, eux, nourrissent le sol par le biais de leurs effluents et de nos plans d'épandage et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vrai que... Épandage, est-ce que tu peux expliquer quand on épand nos effluents d'élevage, les déjections des animaux, on a tout un programme, on planifie et on enregistre les épandages des effluents qu'on va mettre sur les champs, donc qui vont venir tout simplement naturellement nourrir le sol. Beaucoup de tes auditeurs sont trop jeunes aujourd'hui pour se souvenir de ça, mais nos parents et nos grands-parents étalaient leurs fosses septiques à la louche dans leur jardin pour faire pousser les poireaux. Et au final, c'est exactement la même chose, mais à une taille un peu plus grande. Un engrais organique. C'est un engrais naturel, organique. Donc, après, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus en France ? C'est aussi un problème de coût, de normes françaises qui fait qu'on est un peu plus cher en produisant français. Et le poulet restant un aliment, on va dire, qui doit être à bas coût, on va dire comme ça, dans le subconscient du consommateur de la grande surface, fait qu'ils vont chercher des poulets à l'importation qui sont moins chers que les nôtres. Et malgré tout, c'est une viande dont la consommation augmente tous les ans. Tous les ans, la viande de volaille est mangée entre 1,5% et 2% en plus. Et c'est assez régulier. Donc il y a une demande, c'est une viande maigre qui plaît à tout le monde, c'est facile à manger, c'est facilement distribuable dans les cantines scolaires ou en restauration hors domicile. Mais on n'arrive pas à dynamiser l'élevage de volailles en France. Pourtant, on fait de belles choses. On a même réussi à développer aujourd'hui la naissance des poussins sur leurs exploitations d'élevage, en fait. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire naître les poussins dans les couvoirs. On arrive à les faire naître dans les bâtiments d'élevage. C'est vrai que ce désintérêt, on va dire comme ça, de l'élevage par rapport aux agriculteurs français, le risque malgré tout, parce qu'il faut être conscient que l'élevage apporte énormément quand même au sol en France, le risque c'est de perdre de la matière organique, puisque malgré tout, tous les effluents d'élevage dont on parlait tout à l'heure, les pousses de vache, les fientes de volaille, que ce soit en porc ou en mouton, c'est une nourriture naturelle, organique pour le sol.
Donc en fait, ça augmente la biodiversité dans le sol de par le fait qu'on arrive avec des éléments à dégrader pour toute la biodiversité du sol, pour tous les insectes du sol et le microbisme du sol. Donc ça, c'est une première chose. Et on le voit en période de sécheresse, souvent les territoires d'élevage résistent mieux que là où il n'y a plus d'élevage. Et après, il y a surtout le maintien de la prairie. Là, c'est plus lié à l'élevage ovin, donc les moutons et bovins avec les vaches. Il ne faut pas oublier malgré tout que la nourriture première de l'élevage français, c'est bien l'herbe. Cette herbe qui a cette capacité justement en plus à capter du carbone. Parce que quand on parle d'élevage, quand on parle d'impact carbone de l'élevage français, il est très rare qu'on prenne en considération tout ce carbone qui est capté par la prairie, qui est capté par les plantes pour être réinjecté dans le sol en fait. Parce que la plante, à l'inverse de nous, va respirer du CO2 et expirer de l'oxygène. Et donc capter le carbone qui est dans le CO2 pour faire sa photosynthèse, sa respiration. Donc la prairie a quand même beaucoup d'avantages et au moins il y aura de bovins demain, au moins il y aura d'animaux en France, au moins on arrivera à maintenir la prairie parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'alimenter des bovins ou des ovins avec l'herbe. Je sais que certains peuvent fumer de l'herbe, on est d'accord, dans des générations un peu plus jeunes, mais tout le monde ne fumera quand même pas l'herbe qui pousse dans nos prairies. Ça, c'est la petite plaisanterie. Je ne sais pas si tu la mettras ou pas. Mais si, c'est sympathique. Et concernant donc l'avenir de l'élevage, selon toi, quel est l'avenir de l'élevage? Quelles sont les prévisions qu'on peut faire de l'élevage de demain? Là, de ce que tu as pu dire auparavant. Moi, j'ai encore une certaine confiance, on va dire, dans le fait qu'il restera des éleveurs demain en France. Mais il faut qu'on arrive à leur apporter des outils de résilience, pour rester demain. Il y a aujourd'hui quand même trop de contraintes qui, même si elles trouvent un chapeau européen, sont souvent plus dures en France qu'elles ne le sont au niveau de nos voisins européens. Je pense justement, on en a parlé tout à l'heure, mais justement en termes de plafond, de nombre d'animaux par bâtiment et des choses comme ça, où pour maintenir l'élevage, je suis persuadé que demain on sera obligé de le faire sur des exploitations regroupées, dans le sens de nos GAEC, par GAEC, RL, SAS, peu importe la forme juridique, on va dire que ça abordera, mais d'une manière comme d'une autre, les éleveurs sont, j'ai presque envie de dire, obligés de se regrouper, mais ça veut dire qu'il faut aussi savoir travailler ensemble, on est d'accord. Il n'y a pas que des facilités, il y a aussi quelques contraintes. Mais je pense qu'il faut que le français accepte, comme on l'a accepté pour l'artisanat qui a basculé sur l'industrie, comme on a accepté de mettre des robots dans les usines pour faire des voitures pour soulager le salarié, parce qu'on parle quand même beaucoup de soulager la main d'œuvre. On va vous parler des maladies musculo-squelettiques, mais sur l'élevage, ça passera forcément aussi par le regroupement des exploitations pour que le métier soit humainement beaucoup plus supportable, qu'on vive notre métier beaucoup plus sereinement. Et je suis persuadé que dans ces conditions-là, demain, il y aura encore des éleveurs. Bien entendu, il faut aussi que le revenu soit à la clé. Il faut que notre produit, il faut que notre travail soit rémunéré à la hauteur de la charge qui nous impose. Mais toujours et sûrement en gardant ce lien au sol, mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est déjà un fait aujourd'hui. Donc, je pense que pour qu'il y ait encore des éleveurs demain, et c'est ça, quoi. C'est que le métier soit un peu plus supportable. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là pour la main-d'œuvre, pour l'exploitant qui est amené à y travailler, quoi. Il faut qu'on arrive à organiser ça. Pour, attirer les nouvelles générations. Attirer les jeunes. Il faut quand même se rappeler que dans les 10 ans à venir, 50% des agriculteurs, et j'en fais partie, arriveront à l'âge de la retraite. Donc il faut absolument qu'on arrive à attirer des jeunes dans le métier si on ne veut pas justement se retrouver avec des exploitations justement de taille complètement démesurée et qui ne correspondent pas quand même au projet agricole français, si on peut le dire
hein, en général, qui est même porté par le syndicalisme agricole, par les syndicats agricoles. Il s'agit d'une exploitation qui rémunère le travail d'une taille correcte, mais où humainement on puisse travailler ensemble pour que ce travail soit moins lourd à porter et qu'on puisse le faire sereinement. Et l'agriculteur qui vit son métier sereinement, forcément aborde ses animaux aussi beaucoup plus calmement que quelqu'un qui est toujours la tête dans le guidon, qui est dépassé par le travail, qui voit plus le bout, si on peut dire, ce terme-là. Complètement. Eh ben écoute, Jean-Christophe, on en a terminé. Merci à toi. De rien, écoute, c'est pour le métier. Hein. Bah oui, c'est ça. Et moi, j'ai une petite info à faire passer, c'est manger français et local, bientôt dans un café en ferme.